Bienvenue dans Aurore, le podcast qui parle de nos identités de femmes, telles qu'elles sont transmises et telles qu'elles sont vécues aujourd'hui. Aurore, c'est votre invitation à redécouvrir la beauté de l'intuition féminine, la force et la puissance de cette énergie et des pistes concrètes pour renouer avec son corps. Il y aura des récits légers, d'autres moins, donc si vous en avez besoin, laissez-vous le temps. Aurore, c'est l'enquête vivante sur la féminité transmise et vécue aujourd'hui. Parce que je suis persuadée que nos récits de femmes ont de la valeur et que nous devons les transmettre. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Elisabeth, Hello Colombe. c'est une joie de te retrouver aujourd'hui. On va parler de la rupture, mais avant ça, quelques mots pour te présenter. Tu es curieuse, tu aimes avoir 1000 projets à la fois, créatifs, associatifs et entrepreneuriaux. Tu aimes les choses simples, passer des moments avec les gens que tu aimes, danser, Paris, la mer, les Flandres. Tu travailles aussi dans l'investissement avec un profil cartésien, analytique et tu aimes les chiffres. Mais tu as aussi un côté très créatif. Tu aimes créer, peindre, lire et écrire. Tu aimes t'engager dans des projets associatifs qui ont du sens pour toi, notamment auprès des chrétiens d'Orient. Et aujourd'hui, tu découvres des associations autour du handicap, notamment à travers À Bras Ouverts. Et dès que tu peux, tu pars en voyage, tu aimes découvrir la culture, ça t'inspire. Et chaque voyage est une chance de vivre dans différents pays, notamment à travers tes études. Et dernière partie importante de ta vie, tu aimes le sport, marcher et nager. L'eau est ton refuge, l'endroit où tu te ressources vraiment. Eh ben, merci Elisabeth pour cette présentation hyper riche. Très concrètement, aujourd'hui, on va parler de rupture. Tu vas nous parler d'une rupture qui, pour toi, a été importante. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte? Oui, alors c'est une relation qui a duré 2 ans et demi, qui s'est terminée il y a 1 an maintenant. On s'était rencontrés à l'étranger pendant une mission humanitaire, puis après on a vécu une relation à distance, donc c'est assez important de le dire pour comprendre le rythme de cette relation. C'était pas une relation qui était très simple, mais on avait vraiment la volonté d'avancer ensemble. Et donc pour rappeler un peu ce qui s'est passé et comment on en est arrivé à une rupture, donc qui est un matin, il y a presque 1 an, donc en novembre 2024, j'ai reçu un appel et il m'a annoncé qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre depuis 1 an. Donc ça a été au début un choc. Et puis s'en est suivi 1 mois de remise en question. Je me suis dit, est-ce que je continue d'avancer malgré tout? J'ai cherché à comprendre, est-ce que je suis prête à pardonner? Et finalement, j'ai pris la décision de mettre fin à cette relation le 31 décembre 2024. Et donc 2025 commence vraiment mon année de guérison et de reconstruction. Ouais, donc une fin d'année qui est bien là, qui clôture une vraie partie de ta vie et une autre année qui va commencer complètement différemment. Et du coup, quel est ton ressenti? Tu termines cette relation et qu'est-ce que tu te dis? Quelles sont tes grandes questions? Enfin, quel est ton état d'esprit? Ouais, bah, au début, du coup, un énorme choc parce que je m'y attendais absolument pas, en fait. C'est ça qui a été le plus difficile. Et donc, j'ai très vite compris que ça allait être le début d'un deuil, mais un vrai deuil avec les 5 étapes du deuil que j'ai eu besoin de comprendre et que peut-être j'en parlerai par la suite. Mais dans mon cas, voilà, ce qui a été le plus difficile au début, c'est de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas seule dans le cœur de l'être aimé. Ça a été vraiment difficile parce que j'ai tout de suite ressenti un sentiment de pas être assez bien. Ça a brisé un peu ma confiance en moi, entre guillemets. Beaucoup d'incompréhension. J'avais vraiment le sentiment que, en fait, il était en train de gâcher tout ce qu'on avait construit ensemble et du coup aussi beaucoup de colère. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma vie, je passais de un binôme, enfin une équipe, à me retrouver toute seule avec moi-même. Et donc se retrouver seule après 3 ans, après avoir tout partagé avec une personne, c'est assez bizarre, enfin un espèce de grand vide où on se demande un peu qui on est, quoi. Parce que pour moi, les années entre 20 et 25 ans, c'est vraiment les années les plus importantes, enfin en tout cas de ce que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est les années dans lesquelles je me suis construite en tant qu'adulte. Et donc, du coup, j'ai quand même passé 3 ans de ma vie à me construire en tant qu'adulte auprès de cette personne. Et là, j'avais besoin de me dire quel adulte j'étais aujourd'hui seule. Même si on avait gardé quand même beaucoup d'indépendance dans notre relation via la distance. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'a beaucoup inquiétée. Et en termes de confiance en soi, c'est aussi perdre le miroir dans lequel on se sentait unique et aimé, en fait. Et ce miroir, c'est les yeux de l'autre.
Et du coup, il faut réapprendre à s'aimer seul et aussi pour ce qu'on est, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, cette féminité, entre guillemets, elle est plus complétée par un double masculin parce que quand on est en relation avec un homme, il peut nous aider à nous sentir femme. Et moi, j'ai perdu tout ça d'un coup. Donc, un gros choc dès le départ. Ouais, j'entends bien et merci de ce que tu me partages. C'est vrai que bah, l'autre peut nous aider à ce qu'on puisse se sentir belle, jolie dans les yeux de l'autre. Mais du coup, j'entends que la féminité, ça a été aussi une vraie question et de découvrir aussi comment est-ce qu'elle peut exister seule, comment est-ce qu'elle peut exister au fond de toi sans l'autre, dans un premier temps. Et ben, tout à fait. Mais ça prend du temps. Parce que, en fait, au début, on n'a qu'une envie, c'est juste d'aller bien mentalement. Parce qu'on a l'impression qu'on pense tout le temps à la personne, qu'on se sent seul. Et on a un peu ce cliché où on devient Bridget Jones dans son lit en pyjama toute la journée. Et donc, on n'a plus envie de prendre soin de soi. On n'a plus envie de faire attention à sa féminité. Ce qui passe avant tout, c'est juste voilà, chaque journée passe, on a envie d'aller mieux, on a envie de se sentir plus épanoui, mais c'est vraiment pas la priorité au début, en tout cas pour moi, de me ressentir féminine. Ouais, je comprends bien, mais merci, merci de nous le partager. Si ça te va. Et bah, je te laisse nous raconter la suite de ton cheminement. Ouais. Alors c'est vrai que du coup, comme tu disais dans l'intro, j'ai un esprit assez rationnel, et donc j'ai compris que j'allais vivre un deuil, un vrai deuil finalement. Donc la première phase d'un deuil, c'est toujours le déni. Euh, donc moi, c'était le mois de janvier, je suis partie en Thaïlande avec une copine, c'était génial, on a profité, on a voyagé, et donc là j'étais dans un déni complet. Et quand je suis rentrée en février à Paris, là j'ai commencé à comprendre, et c'en est venu du coup beaucoup de colère, mais qui était la phase normale, la phase normale. Ça a duré un mois, et au bout d'un mois, j'ai commencé à entrer dans la phase de l'acceptation. Et comment j'y suis entrée, en fait, j'ai compris que guérir allait prendre du temps. J'ai compris qu'il fallait que en fait, je lâche tout, il fallait que j'accepte d'être triste, que j'accepte d'aller mal, il fallait que je me laisse aller, que je pleure, que j'évacue, et que c'était normal en fait. Et c'est vrai que j'avais pas, enfin dans mon quotidien et dans ma personnalité, j'avais un peu du mal à me laisser aller, à normaliser un peu la vulnérabilité. Et à ce moment-là, dans ma vie, je me suis dit, ok, t'as vécu un événement douloureux, il faut que ça sorte, il faut que tu pleures, il faut que tu prennes le temps d'aller mieux et de guérir vraiment pour avancer. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à aller mieux, entre guillemets, même si du coup je suis passée par un gros down. Mais petit à petit, j'ai vraiment repris de la force pour faire des choses seule. Euh, Par exemple, prendre le temps de faire des activités qui me plaisent, qui me font du bien, que j'avais plus le temps de faire. Ça peut être jouer d'un instrument, de la peinture, cuisiner, aller marcher seule, vivre des petites aventures et vraiment me laisser beaucoup plus porter par les occasions et par les imprévus. Et du coup, c'est une période de ma vie où j'ai fait plein de choses que j'aurais jamais imaginé faire. J'ai appris plein de choses parce que je me suis complètement laissée aller et j'ai accepté de pas savoir ce qui allait se passer et juste de prendre le temps d'aller vraiment bien. Je trouve ça très beau d'accepter justement de ne pas savoir ce qui va se passer. Moi, je trouve ça tellement dur à faire et en même temps, a priori, libérateur. Dans ces choses que tu as osé faire seule, est-ce qu'il y a des activités en particulier? Est-ce que tu as un exemple en particulier? Ouais. Et ben, une activité entre guillemets qui m'a fait énormément de bien dès le début, auquel je croyais pas parce que c'est un peu cliché sur les réseaux, on se dit oui le matin, faites du journaling dans les Miracle Morning à 5 heures du mat, personne n'a envie d'écrire dans un agenda à 5 heures du mat, ça c'est clair. Mais je me suis dit ok, je vais essayer d'écrire pour poser un peu mes émotions sur papier. Et alors au tout début, c'est un conseil hyper concret mais qui pour le coup fonctionne très bien. Quand j'étais un peu dans cette phase de déni, j'ai pris le temps d'écrire tout ce qui n'allait pas dans la relation et ce pourquoi j'étais en colère, ce qui m'avait fait du mal et ce qui me plaisait plus chez cette personne. Et donc, dans les moments où il me manquait énormément et j'avais envie de lui parler, je relisais ce papier et je me disais, ok, n'oublie pas pourquoi tu as pris cette décision, parce que finalement, c'est moi qui ai pris la décision de le quitter, mais n'oublie pas pourquoi tu as pris cette décision. Euh, Il y a des vraies raisons et tu les as écrites et donc il faut que tu en aies conscience. Enfin, que tu en aies conscience. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé au début. Et après, j'ai vraiment pris le plaisir d'écrire, tout simplement. Ça pouvait être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Un peu un journal de bord de mes émotions, euh,
dans les moments de doute, les moments de manque, essayer de pas être en colère et juste écrire tout ce qui allait pas. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je l'ai encore aujourd'hui ce journal et je l'ai relu récemment avec une copine et en fait, ça nous a provoqué des énormes fous rires parce que je me rendais pas compte à quel point j'avais pu aller aussi mal, quoi. Enfin, sur le moment, on s'en rend pas compte et vraiment, j'ai l'impression de lire des lamentations terribles, comme si j'avais vécu vraiment un truc horrible. Et donc, du coup, au final, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais ça fait un peu des souvenirs aussi rigolos derrière. Mais en tout cas, ouais, vraiment prendre le temps d'écrire au fur et à mesure. Hyper beau et hyper intéressant parce qu'en fait, du coup, dans cette période qui est une période de rupture, qui est une période de grosse remise en question dans ce que tu me dis, il y a aussi cette créativité qui vient. Et puis, on entend que ça soit normal aussi de mettre tout ce qui ne va pas sur un papier. Mais donc, il y a aussi cette créativité qui est là, en tout cas, et qui se réveille, y compris dans une période qu'on pourrait penser moins joyeuse, Ouais. qui est moins drôle. Donc hyper intéressant. Et moi, la question que j'ai envie de te poser aussi, c'est en fait, comment est-ce que ça s'est passé dans ton corps? Est-ce que tu as senti dans ton corps cette rupture? Ouais. Alors, c'est vrai que du coup, étrangement, j'ai eu des grosses répercussions sur mon corps, ce que j'avais absolument pas vu venir. Il y a un peu du coup ce que je racontais tout à l'heure, le cliché de la Bridget Jones qui mange ses pots de glace dans son canapé. Et moi, ça a été vraiment l'inverse. Quand je suis malheureuse et stressée, je mange plus. Et donc, j'ai perdu beaucoup de poids, que j'ai ensuite repris, mais plus. Donc déjà, en termes d'image, ça a été compliqué de voir mon corps autant changer rapidement. Et ça m'a aussi provoqué un déséquilibre hormonal. Et ça m'a touchée vraiment profondément dans ma féminité parce que j'ai perdu mes cycles menstruels. Et c'est vraiment ce qui fait pour moi de nous une femme, entre guillemets, c'est vivre en fonction de ses cycles tous les mois, etc. Et de perdre ça, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait touchée entre guillemets. Oui, je comprends, surtout que, en tant que femme, on vit au rythme de ses cycles. Oui, Il y a tout à même fait. tous les mois, on se Exactement. prépare à ovuler, Tous les mois, on a soit envie de décapiter tous ses collègues, soit ça va. Enfin, Oui, c'est il y a quelque aléatoire, chose quoi. comme ça, Ouais. donc enfin, on entend en fait que ça puisse être vraiment un choc aussi qui se ressent dans le Mm. corps. Oui. Hem, je trouve ça hyper intéressant. Cette perte de cycle a pu s'apparenter peut-être à une perte d'identité ou pas Oui. complètement? Oui, tout à fait. En fait, au début, j'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux cet été, etc. Et donc j'ai vu un médecin en septembre qui m'a dit, vous savez, ça peut arriver suite à un gros choc émotionnel. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience de la difficulté des derniers mois, parce que moi, je suis une personne profondément positive, et donc quoi qu'il arrive, je savais que j'allais m'en sortir, mais je me suis quand même rendu compte du chemin que j'avais parcouru et les étapes par lesquelles j'étais passée. Et il y a aussi eu un autre facteur, c'est que j'ai terminé mes études l'année dernière et que du coup j'étais aussi en recherche d'emploi, ce qui m'a provoqué énormément de stress en plus. Et donc du coup, je pense que tout ça accumulé ont fait que ça a été des mois compliqués. Et donc oui, je l'ai vraiment vécu comme une perte d'identité. Et en même temps, peut-être aussi un signe de besoin de me reconnecter à mon corps et de m'apprivoiser avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de bienveillance. Parce que, comme tu disais en intro, moi j'adore le sport et j'ai toujours une tendance à faire un peu du sport à outrance parce que c'est mon moyen d'évacuer le stress. Je me suis toujours dit oui, la discipline, etc., le travail. Et là, je me suis dit non, en fait, je suis une femme. Il y a des moments où j'ai pas envie, il y a des moments où j'arrive pas, je suis pas capable d'aller courir à 21h dans le noir après une journée de boulot. Genre non, j'ai le droit aussi de me reposer, j'ai le droit de réapprendre à m'écouter. Et ça m'a fait un peu un électrochoc et je pense que ça a été vraiment positif. Et donc, du coup, c'est une perte d'identité qui m'a permis de finalement retrouver une identité plus féminine, je pense, et d'habiter du coup à nouveau mon corps. Et aussi de me sentir capable de pousser mes limites, me sentir vraiment forte. Parce que en apaisant mon esprit, j'ai pu aussi redécouvrir ma force et mon mental et je me suis vraiment mise à beaucoup marcher, j'adore ça. Et là cet été du coup je me suis fait un GR 5 jours toute seule sans rien prévoir et c'était vraiment une semaine d'abandon total et j'en suis sortie hyper fière de moi et je pense que j'aurais jamais eu l'occasion de faire ça
si j'avais continué dans cette relation. Enfin voilà, ça m'a permis quand même de redécouvrir mon corps. Et après, oui, je me suis aussi beaucoup apaisée par la prière parce que, bah, du coup, la période qui a été vraiment compliquée, c'était mars-avril. J'étais vraiment très triste. Il y a un moment où j'ai senti que j'allais pas m'en sortir toute seule et que j'avais besoin d'être accompagnée. Donc, du coup, j'ai vu une psy pendant 3 séances. Ça m'a fait du bien. J'ai sorti tout ce que j'avais à dire. Et elle m'a fait aussi prendre conscience que c'était hyper important de se rendre compte que l'amour, c'était pas forcément l'amour amoureux, mais on avait aussi l'amour de sa famille, l'amour de ses parents. Et ça m'a aussi permis de retrouver une partie de mon identité parce que j'ai la chance d'être très entourée, d'avoir des amis géniaux depuis très longtemps, qui me connaissent et qui sont fiers de moi pour ce que je suis et qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi, en mettant en avant mes forces, mes qualités et ce qui faisait de moi une femme bien, entre guillemets. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et la dernière partie aussi qui m'a énormément aidée, c'est que du coup en avril-mai, on arrivait au moment de Pâques. Et j'ai vraiment vécu cette année Pâques comme une renaissance spirituelle. Je me suis vraiment abandonnée, je me suis énormément confiée dans les mains de la Vierge Marie, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai vraiment repris confiance dans l'avenir et de me dire que voilà, j'étais pas seule en fait, que j'avais la Vierge Marie qui veillait sur moi du ciel et que tout allait bien se passer parce que il n'y avait pas de raison entre guillemets que voilà que les choses finissent mal. Je trouve ça hyper beau et de rappeler aussi que bah, notre entourage, il fait une différence aussi dans notre vie, quoi. Mm. Parce que c'est vrai que quelquefois, je me dis, en tant qu'ami, quelquefois, on peut se sentir un peu impuissant. On peut se demander à quoi ça sert ou qu'est-ce qu'on peut faire, sentir assez impuissant et en même temps, bah, le fait de continuer à être là et de continuer à aimer notre ami, Mm. bah, c'est aussi une manière d'être présent et ça fait quand même une différence et tout. Ouais, Et puis, c'est clair. je vois qu'il y a quand même beaucoup d'abandon et de lâcher prise. Ouais. Mais juste pour rebondir Ouais, rapidement sur l'amitié, ouais. je pense que du coup mes amis qui écouteront ce podcast verront très bien ce que je veux dire, mais c'est vrai que dans les groupes de copains, j'ai un peu souvent tendance à être le petit clown, entre guillemets. Et là, je me souviens, l'année dernière, j'étais complètement éteinte. Et en fait, j'avais plus rien à donner. Enfin, j'arrivais plus. Enfin, il y a des moments où vraiment, j'étais plus capable de donner quoi que ce soit. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller voir quelqu'un. C'est que, en fait, nos amis sont présents, sont géniaux. Mais au bout d'un moment, je pense qu'ils ont fait un peu le tour de l'aide qu'ils pouvaient nous apporter. Parce que nous, on n'a qu'une envie, c'est juste de tourner en boucle sur le sujet. Et on sort nos peurs et ils essayent de nous rassurer comme ils peuvent. Mais en fait, ils n'en sont pas forcément toujours capables parce qu'eux aussi vivent des choses compliquées. Et donc, du coup, j'ai la chance d'avoir été très entourée. Mais c'est sûr qu'il y a eu un moment où je me suis aussi renfermée en me disant voilà, maintenant c'est à moi toute seule d'essayer d'aller mieux et d'arrêter Mm. de pomper aussi leur énergie sur ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de honte d'aller voir un professionnel de la santé mentale si on en a besoin pour avancer sur les sujets qui nous tourmentent où nos amis ne sont pas formés pour cet accompagnement-là. Ouais, ouais, ils nous accompagnent et en même temps, c'est notre rôle Ouais. d'aller nous explorer ce qu'il faut dénouer. Ouais. Enfin, non, mais c'est très bien dit. Il y a peut-être eu donc enfin, des peurs qui ont été aussi appréhendées différemment. Ouais. Euh, alors, je pense que c'est assez courant dans une phase de rupture, mais moi je l'ai vraiment ressenti très fort, c'est la peur de ne plus jamais être aimé et la peur de finir seule. Et c'était hyper compliqué parce que je me sentais plus du tout désirable. J'avais l'impression je sais pas, je me suis dit, ça y est, c'est fini, enfin ma vie est terminée, je vais finir seule avec mes chats, je vais aller dans un monastère et puis voilà. Non mais c'est fou et j'en étais vraiment persuadée. Et du coup, j'ai vraiment eu besoin de reconstruire ma confiance en moi, essayer de identifier mes forces, identifier mes qualités. Et ça, je l'ai beaucoup fait du coup avec la psy et ça m'a fait énormément de bien. Essayer de en fait faire une rétrospective de tout ce que j'avais déjà accompli dans ma vie et de me dire bah waouh, enfin j'ai été capable de faire ça toute seule. Enfin, j'en parlais avec une copine la dernière fois et on avait vu un réel sur ça, c'est que on va beaucoup valoriser les femmes qui aujourd'hui se marient, ont des enfants, etc. Mais quand aujourd'hui on vit aussi en tant que femme un moment difficile et on prend les choses en main toute seule
et on reconstruit sa vie toute seule. Enfin, moi, du coup, j'ai déménagé toute seule, j'ai trouvé un travail toute seule, j'ai reconstruit ma vie, j'ai repris mes activités, etc. Et bah, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et j'ai réussi du coup à être de nouveau fière de moi et de me dire waouh, j'en suis capable en fait. Et j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me porte pour m'en sortir, même si c'est toujours agréable, tu vois, d'être deux, ça c'est sûr. Mais voilà, et j'ai aussi compris que en fait la désirabilité, l'affinité ne dépendait absolument pas du regard d'un homme, et ça vraiment c'est important. Même si j'en étais pas convaincue non plus et que j'ai quand même passé 23 ans de ma vie avant célibataire sans avoir aucun problème. Mais voilà, donc c'est aussi ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Et puis du coup, moi j'avais toujours été féminine dans mon apparence, mais j'ai réappris à me faire belle pour moi-même, quoi, et porter ce qui me plaît, faire mes propres choix, parce que évidemment en couple on essaye toujours de plaire à l'autre. Maintenant le plus important c'est vraiment de me plaire à moi et de me sentir en paix euh, avec moi-même. Ouais, hyper beau, hyper important. Et du coup, ce que j'entends, c'est que la désirabilité, elle est quand même bien présente dans notre corps, y Ouais. compris sans que ça passe nécessairement par le regard de l'autre. En tout cas, elle est Mm. déjà là, elle est déjà présente. Donc, je trouve ça trop beau. Et toi, aujourd'hui, comment tu te sens? Ouais. Et bah aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Je me sens en paix. J'ai apprivoisé vraiment la solitude. Alors, la solitude, pour moi, il y a deux solitudes. Il y a la solitude choisie et la solitude subie. Et j'ai la chance de vivre la solitude choisie quand j'en ai envie. Parce que j'ai la chance d'être très entourée, de pouvoir prendre mon téléphone et appeler une amie si j'en ai envie, voir des amis quand je veux. Enfin, vraiment, j'ai la chance de pouvoir choisir la solitude quand j'en ai besoin. Et je l'apprécie vraiment. Enfin, il y a des moments où j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin d'aller voilà, passer un moment seul, m'asseoir dans un café, lire seul. Vraiment, j'ai vraiment pris ce plaisir-là. J'ai retrouvé beaucoup de douceur envers moi-même. Je me sens beaucoup plus heureuse dans ma vie, beaucoup plus alignée. Et, euh, et voilà, et j'ai vraiment appris à m'aimer pleinement, reconnaître mes forces et comprendre ce qui faisait de moi une femme unique, entre guillemets. C'est hyper beau. Et du coup, finalement, en fait, retourner à toi-même maintenant, euh, te sens-tu prête à aimer de nouveau? Et bah oui, totalement. Là, je trouve que j'ai vraiment fait une année d'apprentissage énorme, une année de reconstruction. Et ce qui était très important pour moi, c'est si je recommence une relation, j'ai envie de la recommencer bien et de pas arriver avec mes anciennes peurs, mes anciennes douleurs, etc. J'ai vraiment envie d'offrir à cette personne la vraie moi, qui est vraiment prête. Euh, et donc, en fait, aujourd'hui, je planifie plus ma vie, honnêtement, je me laisse vraiment vivre, entre guillemets, enfin, je prends des décisions et je fais ce qu'il faut faire quand il faut. Mais voilà, je me laisse vraiment toucher par les rencontres, les petits moments les quotidiens, pardon, des expériences simples, en fait, qui rendent chaque jour riche. J'ai confiance en l'avenir, vraiment. Je pense qu'il sera rempli d'aventures, de douceur. Et oui, enfin, du coup, je suis apaisée. Et si je rencontre quelqu'un demain, et bah, écoute, c'est génial. Trop Et cool. si c'est dans 6 mois, si c'est dans un an, dans 5 ans, bon, peut-être pas dans 50 ans non plus, mais voilà, je veux dire, maintenant, j'ai vraiment confiance. Je fais énormément confiance à la Providence et je me dis que la bonne personne arrivera quand elle sera prête et quand je serai prête aussi. Et, euh, et voilà, j'ai confiance. Je trouve ça génial parce que quelquefois on comprend pas trop pourquoi une personne se recentre à ce point-là sur elle-même, et dans ce qu'on entend de ton parcours, il y a vraiment eu cette idée de bah, je plonge Mm. dans mon histoire, enfin dans ce que j'ai vécu, pour ensuite me sentir mieux avec moi-même et du coup bah, en fait mieux revenir au monde, Ouais, tout à fait. littéralement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je trouve qu'aujourd'hui, on va beaucoup en parler, mais de façon à retourner vers l'individualisme Ouais, et à vraiment se centrer sur son nombril et se dire ah, je suis comme ci, je suis comme ça, il faut que je prenne du temps pour moi, je fais ce que moi j'ai envie quand je veux. Sauf qu'en fait, on vit aussi en communauté, on vit les uns avec les autres. et ça Et, fait du euh, bien aussi de et en fait, retourner c'est aux hyper autres important quand on de. peut. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu besoin de vivre ces moments vraiment de reconnexion intérieure, de guérison
Mais d'un autre côté, voilà, ça n'a pas non plus duré trop longtemps et j'ai aussi eu besoin de nouveau donner pour les autres, donner du temps. Et c'est aussi dans ces moments-là où on va mieux parce qu'on se rend compte qu'on peut être utile aux autres, qu'on peut apporter des choses au monde, aux gens. Enfin voilà, moi je me suis réengagée dans des associations parce que ça me fait du bien de pas être centrée sur soi-même. Et ça, c'est important de le dire parce que je trouve que le développement personnel, ça a quand même un côté assez négatif sur ça. C'est de voilà, être capable de pas trop se regarder le nombril de temps en temps et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et ouais, même si parfois c'est nécessaire, comme moi j'ai pu Ouais, le c'est vivre. ça. Ouais. Ouais. Et dans ce truc de quelquefois, enfin moi je l'ai entendu aussi en commentaire, euh, on se dit ok, j'ai fait ma thérapie, je fais quoi? Mm. Et c'était drôle comme question parce que enfin, je me suis dit, mais si tu as fait ta thérapie, c'est que il y avait plein de choses que tu n'arrivais pas à vivre, pardon, comme tu le voulais. Mm. Tu n'arrivais peut-être pas à aller vers les autres comme tu le voulais. Et peut-être que là, c'est l'occasion de se dire, bah, je me sens mieux avec moi-même, donc c'est bon. Je peux aller Ouais, vers c'est les ça, autres comme j'en ai envie et de tout à vivre un fait. peu plus ce que j'avais envie de vivre, Mm. mais que je n'y arrivais pas avant de faire ce chemin sur moi. Ouais, tout à fait. Euh, hyper passionnant et comme quoi, quelquefois, on a juste besoin de revenir un peu à soi Exactement. pour être mieux aussi avec notre entourage. Et donc, on peut peut-être terminer aussi sur ça, sur cette énergie féminine qui est, mine de rien, pleinement là dans la lecture. Elle n'a pas disparu. On voit qu'elle s'exprime aussi à travers le corps et dans une certaine créativité qui est bien présente. Mm. Et peut-être que c'est aussi des pistes à réinvestir pleinement dans une vie ou dans une rupture. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que du coup, moi j'étais avec une personne qui avait pas une énergie masculine très forte. Et ça me convenait totalement à l'époque parce que c'est vrai que moi j'ai un tempérament assez, assez leader. Et du coup, j'avais plutôt tendance à mettre de côté mon énergie féminine, la douceur. Enfin, oui, mais voilà. Et là, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais aujourd'hui, c'est plus du tout ce que j'ai envie de vivre. Aujourd'hui, j'ai envie de construire une relation où je retrouve ma place en tant que femme. Et je pense que c'est aussi une question de maturité parce qu'à l'époque, quand on s'est mis ensemble, j'avais 22 ans et du coup, j'avais pas du tout les mêmes problématiques dans ma vie. À 22 ans, je voulais avoir une grosse carrière, je voulais voilà, gagner plein d'argent, faire un super boulot. Et là, à 26 ans, évidemment, j'ai toujours envie d'avoir une bonne carrière, etc. Mais je me suis aussi rendu compte de mon désir de maternité, de construire une famille. Et donc, c'est aussi ce que je vais chercher dans une relation aujourd'hui, c'est de pouvoir exprimer mon énergie féminine différemment et de mettre aussi en avant ce qui fait de moi une femme, entre guillemets. Et c'est une énergie que je vais vraiment essayer de garder et d'en faire attention parce qu'en fait, elle peut vite disparaître. Et c'est vrai que du coup, voilà, la féminité avec la créativité, c'est aussi la façon dont je vais bouger, je vais prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour faire des choses qui me font du bien. Euh, et voilà, il y a eu plein de petites étapes qui m'ont permis de la retrouver, de la nourrir, bah, notamment la séance photo qu'on avait faite ensemble, Hmm. qui m'avait fait énormément de bien. Ah, trop chouette. J'avoue que j'ai mis du temps avant de regarder les photos parce que du coup, forcément, avec les changements de mon corps, etc., j'ai eu du mal à regarder les photos. Enfin, on l'a faite en mai et tu vois, j'ai vraiment pris le temps de regarder bien les photos. Enfin, je les ai regardées, mais vraiment les apprécier en septembre, tu vois. J'ai vraiment eu besoin Ouais, de prendre ce temps de me dire, ok, donc je ressemble à ça, je ressemblais à ça à l'époque, là je ressemble à ça, ok. Et là ça va mieux, je sens que je me réapproprie mon corps et que tout se rééquilibre, donc tout va bien. Mais ça m'a aussi fait énormément de bien et je me suis dit, ah bah ça va, en fait, je suis plutôt mignonne, quoi. trop cool. Non, mais c'est vrai qu'avec ton talent, etc., tu as réussi à faire des photos où je me suis vraiment sentie belle. Et c'est très rare parce que les photos, en général, les photos de photographes, tu vois, les photos des mariages et Hmm. tout, j'ai toujours l'impression, je me dis, waouh, j'ai une tête énorme. Enfin, je pense qu'on est beaucoup à se ressentir ça, les filles, sur les photos des mariages où on n'est pas forcément à nos avantages. Et là, vraiment, ce que tu as fait sortir de moi, c'était vraiment de la douceur, de la lumière, c'était magnifique. Et j'étais peut-être plus, en septembre, j'étais beaucoup plus prête à accepter et aligner avec finalement la vision de moi plus douce et plus calme. Ouais, Et voilà. Et donc ça m'a aussi fait beaucoup de bien pour retrouver ma féminité. passionnant. Bah écoute, merci beaucoup Elisabeth, on va s'arrêter là. Mais alors merci pour ce témoignage hyper riche et passionnant. Et voilà, chers auditeurs, chères auditrices en particulier, merci de nous avoir écoutés.
Cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager. Partagez ça autour de vous et à me faire un retour par écrit si vous en avez envie. Merci pour votre écoute et à très vite.